Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Ce week-end, c'était le changement d'heure et nous on a profité pour se mettre à l'heure de la créa francophone. Comme l'an dernier, on vous a préparé une petite sélection de titres qui, pour une raison ou une autre, valent le détour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que d'année en année, le nombre augmente et qu'il faut faire toujours de plus en plus de choix et qu'on ne peut pas parler de tout ce qui sort. Et ça, je pense qu'au finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On en parlera dans cette émission. Et c'est peut-être qu'un début, car je sais pas si vous avez vu l'actu manga, mais un nouveau magazine de prépublication de manga de création va sortir. Et là, ça ne concerne pas que la francophonie, mais toute l'Europe et leur langue. Ça s'appelle Manga Isho et c'est né de l'association de 4 éditeurs. Un allemand, un italien, un espagnol et un franco-belge. Et ça va donner un trimestriel, Manga Isho, qui arrivera en mars l'année prochaine, publié donc dans 4 langues différentes simultanément. Ça fera 300 pages. Au début, le premier numéro sera à 4,90€, puis ensuite ça passe à 6,90€. Et ils ont annoncé déjà avoir 72 créateurs sur la ligne de départ. 72. Et dedans, un certain Renaud Lemaire, tiens. On n'a pas encore toutes les infos, mais je pense que ça va être destillé selon leur plan de com. Mais déjà, sur ce qu'on en sait, vous en dites quoi ? 72 auteurs ? Prêt. Bah c'est l'Europe. C'est un Blue Lock en fait qui tente. Il n'en restera qu'un. Pas bête, hein. Non mais voilà, c'est... Non, bah, c'est une bonne initiative. Hein. Moi j'ai regardé un petit peu la com et honnêtement, ouais, c'est attirant. Moi, c'est une émission franco-française, n'est-ce pas ? Donc les mangas qui viennent d'Italie et compagnie, ça ne m'intéresse pas. Je resterai uniquement manga français, n'est-ce pas ? Oui, bah dans le numéro 1, il y aura Renaud Lemaire. Oui, un patriote ce Renaud. Ça va. Le mec, il a quand même le temps de faire Dreamland, le temps de faire Freak West, et là, il enchaîne sur un petit one-shot. Non, mais super initiative, mais c'est vrai que pour le moment, je reste dans un truc un peu très vague, genre j'attends vraiment de voir, parce que là, c'est juste genre, ouais, c'est cool, faites des trucs. Et dans 5 mois maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Le top des mangas de création de 2024, c'est parti et c'est maintenant dans cette 5e de coupe. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer, mais les mangas de création de cette année 2024. Salut Johnny, salut Cagnard. Salut. Je crois que t'allais dire Cagnard. On peut dépecer Cagnard. On peut aussi. On peut tenter. On peut tenter. Oui, ça dépend de. Oui, voilà, parce que tu vas pas forcément y arriver. Bah, ouais, je pense. Hein, je peux y arriver. Tu peux y arriver. Ok. Mais t'as on en un parlera passif de sur une autre chasseur, émission. de toute façon, ça m'étonnerait pas. Game of Thrones, ça m'a remis de ça. Qu'est-ce que vous pensez du cru 2024 des mangas de création ? Bah alors du coup moi j'avais laissé ce que j'en pensais pour la conclusion. Du coup je peux le dire maintenant. Du coup on passe à la question suivante. Je me suis dit exactement. J'ai beaucoup aimé. De manière générale j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit mais exactement. mon vrai truc ça sera pour la fin. Et bien alors maintenant attendez la fin de l'émission ou alors vous sautez aux 3 dernières minutes. On bosse sur notre watch time, hein, on est comme tout le monde. Mais après c'est bien, ça fait un teasing. Et qu'est-ce que vous avez pris ? Eh ben rendez-vous à la fin. Si vous nous découvrez seulement maintenant. Merci d'être avec nous. La 5e de coupe, c'est un podcast manga à 99% du temps. Nous on est hebdo, on dure 1 heure, c'est plus de 270 émissions. Regardez, scrollez, écoutez, il y a de tout, de la thématique du catalogue, des tops, de l'analyse, la biographie, des débats et tout un tas de choses. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez un petit commentaire, laissez une note sur vos applications de podcast favorites, partagez l'émission, c'est le meilleur moyen de nous aider, et partagez même sur WhatsApp, sur des boucles comme ça, des boucles Telegram. Ouais, pendant que vous regardez des trucs. J'ai créé le groupe WhatsApp au cas où. On le fasse. Ouais. Et si des gens se demandent les 1% restants, bah c'est du TCG. On parle de l'organisation et tout. Donc voilà, pas du tout. Non, on parle vaguement d'animation une fois de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette émission ? Eh bien, un top des mangas de création qui n'en est pas un. On va plutôt parler de sélection. Mais top, c'était mieux pour le référencement, pour le SEO. Bref, une sélection donc de titres qui valent vraiment la lecture, qui valent le détour, mais pour des raisons totalement différentes. Et évidemment, comme à notre habitude, même si on recommande fortement ces 4 titres, ils ne sont pas dénués de quelques défauts. On va en parler aussi, mais c'est pas grave. Ce sont justement ce genre de défauts, d'aspérités qui font qu'on aime tous ces titres.
titres. On a donc de la fantasy, de la dark fantasy même, de la dystopie, du drame, des héroïnes badass. D'ailleurs, coïncidence ou pas, pour les 4 mangas dont nous allons parler principalement dans cette émission, nous sommes face à des héroïnes super bien écrites. Ces mangas, c'est quoi? Ce sont Run to Heaven, les héritiers d'Agion, Dark Souls Redemption et Majo no Michi, le sentier des sorcières. Mais maintenant, place au premier manga de cette sélection. Ça s'appelle Run to Heaven. C'est signé Tohan, c'est sorti il y a 4 mois et demi maintenant. Un tome est déjà dispo aux éditions Ankama. Nous sommes dans ce manga en 2036. Un conflit armé oppose les îles du Nord et du Sud d'Arekero. Et c'est là que vit Faye, une ado un peu marginale qui n'aime pas l'école et a une forte appétence pour le vintage. Avec une mère absente, amiral dans l'armée, et un père malade mais toujours de bonne humeur, elle se laisse plutôt vivre. Mais dans ce monde dystopique et futuriste, elle voit une lumière d'espoir et de plaisir, celui de revoir bientôt sa maman déjà, et de participer, pieds nus, à la fête du sport organisée durant la trêve des Jeux mondiaux. Mais les moments de joie et de plaisir laissent rapidement place à l'horreur de la guerre. Un pitch qui ne résume pas vraiment ce qu'on va lire dans ce manga, je trouve. Bah, c'est quand même assez généraliste sur ce que ça raconte, mais c'est vrai que c'est un manga dont on n'a pas trop envie de parler non plus, parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir dedans. Donc il fait partie de cette catégorie de manga, je dirais, à dompter. Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Cagnard, de ce titre? Bah, au final, c'est vraiment le titre qui m'a le plus dérouté. Au début, je me suis clairement dit que c'était, tu vois, c'est très particulier sur le dessin. Je l'avais déjà vu passer, hein, et je t'avoue que la couverture ne m'avait pas vraiment tenté, voire pas du tout. Là, c'est un style de dessin un peu rétro. La couverture, je comprends pas vraiment de quoi ça parle, ou alors ça parle d'un manga d'athlétisme. Et bah, tu vois, quand j'ai commencé à lire les premières pages, bah, j'étais à peu près raccord, hein. Je me suis dit, c'est pas un dessin tout à fait standard qu'on a l'habitude de lire. En même temps, ça pioche dans des codes qu'on connaît bien. Et c'est très brut de décoffrage. Que ça soit le trait, que ça soit l'énergie, c'est vraiment très brut, quoi. Et c'est pas du tout un manga standard, en fait. C'est pas, effectivement pas dans les standards de ce qu'on peut lire d'habitude, mais c'est pas un manga standard, c'est un manga assez hors norme pour plein de raisons. Bah, déjà le nombre de pages, et puis ce personnage principal que je trouve super bien écrit. Moi, Faye, j'ai tout de suite apprécié ce personnage. Je pense que je l'aimerais pas trop dans la vraie vie, mais le personnage en lui-même dans un bouquin, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans l'attachement à ce personnage principal. Toi, tu me l'aimerais pas parce que t'es un mouton, alors qu'elle se fait harceler. Donc toi, tu vas du côté des gens qui harcèlent. Oui, mais si, moi je la comprends. Déjà, de fait, comme on parle dès le départ de courir, je me suis dit putain, mais c'est trop pour moi. Vas-y, il s'en mêle. Ça y est, je reviens dans mon enfance. C'est trop cool. Mais par contre, moi, j'avais des crampons, j'avais des pointes. Donc elle court pieds nus, et moi jamais je fais ça. C'est trop dangereux. Mais non, j'avoue que le personnage est assez sympathique. Et déjà, on est dans un monde qui n'existe pas. Du coup, on essaie de se mettre à sa place, qui est très compliqué parce que sa mère amirale, t'as l'impression que vraiment c'est une vendue avec les États-Unis, etc. Et son père qui en plus est malade, tu fais bon, bah sympa la vie. Mais elle a quand même des potes. Et j'avoue, non, le personnage est très bien écrit. Et même au début, on pense que ça va être un shonen neketsu. En fait, on sait pas. On y va, c'est parti. On sait pas. Enfin, si au début, on pense savoir, mais on se laisse aller. Moi, je me suis même dit, tiens, bah, c'est un peu dans l'esprit Asano, ouais. C'est un peu contemplatif. Ouais. On va rêver, et peut-être que même elle imagine des choses qui ne sont pas réelles. J'ai projeté plein de choses, tu vois. Je suis pas allé jusque là sur le fait que c'était pas vrai, mais. Pareil, mais t'as raison, c'est un personnage qui est quand même assez bien écrit, parce que dans un premier temps, moi, elle m'a donné l'impression d'être vachement contemplatif de ce qui se passait, tu vois. Et ce que je trouve pas forcément une bonne chose pour une héroïne ou un héros de manga. Et en même temps, j'ai l'impression que même ça s'était réfléchi, vu que dans un deuxième temps, quand elle va se décider à vraiment agir, c'est aussi là que tout va partir en couille en même temps. Donc je pense qu'il y avait un truc tout à fait maîtrisé de dire on la laisse un petit peu contemplative au début, le temps qu'on prenne nos marques sur cet univers, ce monde, et dans la deuxième partie, là où elle va commencer à vraiment rentrer en scène, bah là en fait c'est feu d'artifice complet, tu vois. Et autant moi le dessin au début m'a un peu ça m'a pas rebuté, mais je me suis dit ça va pas être facile quand même, ça va pas être facile d'être vraiment clair avec un trait comme ça aussi chargé et tout. Et
Et c'est pour ça qu'en fait, dans un deuxième temps, j'ai juste fermé ma gueule devant la mise en scène, quoi. Je suis vraiment resté sur le cul. Le découpage, déjà, il est vraiment génial de lisibilité, vu l'épaisseur du trait du mec. Ouais. Mais c'est surtout les cadrages qui m'ont laissé mes bouches ouvertes. L'auteur, il ne se laisse pas tranquille une seule seconde, tu vois. Il y a un reflet à faire dans un miroir, vas-y, je vais caler mon cadre comme ça. Il prend que des cadres sur la compliqués, moto, moi aussi, sur la je te le vois moto, tout de suite, ouais. sur le lavabo. En fait, il y a une inventivité du cadrage qui fait vraiment du bien et surtout qui te donne envie de t'arrêter sur les compositions de chaque cadre, parce qu'on n'est pas sur du champ contre champ, on est vraiment sur un mec qui va chercher à tourner la caméra, la twister, offrir des angles fisheye un peu tout le temps. Le mec ne s'est vraiment pas laissé tranquille, quoi, sur la mise en scène. Et moi, j'ai pris une belle petite claque sur la fin du tome 1. La fin du tome 1 qui lance véritablement le récit et ce vers quoi va aller ce manga. Enfin, j'espère. Je sais pas quoi m'attendre. Non, mais en vrai, on peut plus savoir. Là, en vrai, ouais. Même avec tout ce qu'on a vu sur le tome 1, même la fin, tu peux pas te dire où tu vas après pour la suite. Mais je m'en suis presque voulu de pas en avoir parlé tout de suite, de pas l'avoir lu avant. Parce que c'est un manga qui est sorti à la fin du mois de juin. C'est toujours compliqué le mois de juin, il y a beaucoup de sorties. Il faut faire le tri. Il y a énormément de choses à lire et énormément de choses bien en plus à lire. Ensuite, il y a l'été. Nous, en général, on fait des pauses, donc aussi on fait un peu de pause lecture pour retrouver d'autres choses. Puis ensuite, il y a la rentrée. Enfin bref. Ouais, après, je sais pas si toi, dans les mangas de l'été, je suis pas sûr que j'avais envie de lire ça, tu vois. Ah bah moi aussi, j'aurais bien aimé. Je suis content de l'avoir lu pour cette année et de le mettre dans les mangas de créa. Mais par contre, moi, l'été, je veux me détendre, et là je me détends pas. Ah, si, je suis impliqué dedans, mais je suis pas détendu. Ah si, moi je pense que je le mets même d'au moins dans mon top 20 nouveautés de l'année. Ah oui, il est dans mon top 20 nouveautés. Je suis ok pour ça. Par contre, je suis pas ok pour dire allez, je vais me lire un petit truc tranquille cet été. Tu vois. Ah non, c'est vrai que le manga il te laisse pas tranquille. Et je sais pas si c'est voulu d'ailleurs. Tu sais, avec le côté vintage du futur, ça aide, je trouve bien le lecteur à s'ancrer dans la réalité du manga. Il y a plein de petites trouvailles comme ça. C'est trop chelou. Sympa. Au début, j'ai relis la date, je fais mais attends, il y a des cassettes. Mais on est en 2036, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a un truc aussi qui m'a marqué, et là avec beaucoup de plaisir, c'est que ça faisait longtemps qu'un manga m'avait pas rappelé à ce point des passages de Gunm. Et pas forcément les passages les plus futuristes et les plus SF, mais les passages où elle fait de l'introspection, où elle est dans son histoire d'amour, où elle est dans son histoire de relation avec Ido, et ainsi de suite. Et il y a plein de passages qui m'ont fait penser à une lecture comme Gunm aussi. Et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Là, je pense que c'est clair que Gunn est une influence de l'auteur. Enfin, j'espère, peut-être qu'on se trompe complètement, mais on n'est pas exactement sur le même début d'histoire que Gunn, mais il y a quand même beaucoup de parallèles à faire sur le fait qu'elle soit toute seule avec son père, tu vois, son père qui essaye de la pousser à justement s'ouvrir. Je trouve que dans la construction, il y a déjà quelque chose qui s'assimile un petit peu à Gunn, plus la thématique des guerres et compagnie, et dans le design, j'en parle même pas. Et encore une fois, on n'est pas dans la SF. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui dit qu'on est dans la SF. Si, dans le sens où c'est une dystopie. Oui, c'est une dystopie, donc pardon, ça tombe dans la case SF. Non, j'avoue que SF, je garde toujours l'histoire de technologie avancée. Il y a pas, je pense pas qu'on verra des vaisseaux spatiaux, tu vois, tirés de Star Wars qui débarqueront, mais on est vraiment. Comme je te disais, même au niveau du graphisme, au début j'avais un peu envie de me dire c'est un peu fanservice ce que tu fais sur certains persos, mais en fait faut réussir à le faire déjà, et faut réussir à tenir ces persos tout le temps et à réussir à les rentrer dans tes cadres dans tes cadres un peu originaux que t'as choisi. Donc même là-dessus, j'ose espérer que c'est vraiment une de ces influences, parce que tout lecteur de Gunn peut se retrouver là-dedans sans vraiment savoir expliquer exactement pourquoi. Ouais, et je vais me répéter un truc que je viens de dire, parce que il y a effectivement les designs, et il y a un ou deux personnages où tu te dis effectivement il peut y avoir un écho, mais l'introspection de Gunm, ça c'est pas palpable. Non, c'est pour ça que je te dis qu'en même temps, quand je te dis qu'elle est contemplative, au début du titre, on est beaucoup dans sa tête, et en même temps, oui, ça aussi, c'est quelque chose qui peut rappeler un petit peu tout le raisonnement de Gali au fur et à mesure. Donc le nombre de points communs avec Gunn, ils sont vraiment nombreux, je pense. Mais voilà, donc là, on est face à la fois un manga de SF dystopique. Donc effectivement, il y a pas de, il y a du vintage dans la technologie, un lecteur rétro vintage. On est face à un drame, puisque c'est pas super joyeux comme manga. On a la couve d'un manga de sport. Complètement. On a le début d'un manga tranche de vie.
Et on se retrouve avec un titre Run to Heaven véritablement inclassable. Inclassable. Moi, franchement, tu me dis, tu le mets où dans ta bibliothèque? Je sais pas. Bah, tu vois, on dirait que t'as l'impression que dès qu'il y a Even dedans, toi, il y a Journey Beyond Heaven et Run to Even. Bah voilà. Maintenant, on avait les Blue, bah maintenant, on a les Even. Ouais, je le mettrais à côté de Journey Beyond Heaven. Merci, Joe. Excellente idée. À quand le prochain Even? Au final, Cagnard, t'as un dernier mot sur ce titre? Excuse-moi. Oui, je pense vraiment que inclassable, c'est le mot qui représente le plus le titre. S'il en avait un autre, ça serait générosité. Parce que vraiment, ça, il donne quoi. Il donne beaucoup. Il y en a dans tous les sens. Il y a à regarder, il y a à lire. Il y a une grosse pagination. Et là, pour moi, on est vraiment dans le cas d'un manga où faut aider là. Faut aider, faut vous pousser à aller vous intéresser à ce titre parce qu'il va pas vous laisser de marbre et c'est trop bien que ça soit français, que ça vienne de l'esprit d'un français. C'est vraiment trop cool. Donc là, je prends vraiment, tu sais, mon gilet de libraire de non. Ça, fais-moi confiance, lis-le, c'est quelque chose de différent en tout cas. Alors après, j'espère qu'il va pas se tuer à la tâche non plus, parce que quand je dis généreux, ça peut aussi être un défaut à certains moments, et même en lisibilité dans le manga, des fois tu vois que ça gêne un petit peu en termes de lisibilité, parce que il en met beaucoup, il en met partout. Donc j'ai parfois un petit peu peur là-dessus, mais la générosité d'un auteur incarné, c'est ça. Il s'est donné mes corps et âme. Je pense qu'il fera plus jamais de manga après. Tu vois, ça sera fini. Il aura tout raconté. 280 planches, le temps. Bah ouais. Mais après, je comprends ce que tu veux dire en générosité quand tu dis qu'à la fin, il n'en met pas. Mais en fait, c'est le rythme en fait qui veut ça. C'est au début, on est vraiment tranquille, on a des beaux espaces, on a la mer, on a la plaine, et après, en fait, tout s'accélère. Et on le voit dans les planches, tout s'accélère, et c'est parce que c'est le rythme de manga qui t'entraîne sur ça, quoi. Et j'avais raté donc la sortie de ce manga, et je voulais remercier Johan Vornier, l'auteur du manga Silence, qui, quand je lui ai demandé cette tuerie du Mans, il m'a dit Run to Heaven. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc de fou à lire. Il avait bien raison. J'ai mis 1 mois et demi, 2 mois à l'écouter, et j'ai mis un peu trop de temps du coup, mais j'ai failli passer à côté, donc merci à Johan aussi, et merci à ces auteurs qui s'encouragent les uns les autres. Ça, c'est toujours plutôt chouette. Run to Heaven, c'est signé Tohan et c'est chez Ankama Édition. Autre titre, et alors là, autre ovni, Majo no Michi de Tony Concrete. C'est sorti quasiment en même temps que Run to Heaven, il y a 4 mois et demi. C'est le premier sur les 2 tomes que fera la série qui est sortie, et c'est sorti aux éditions Dargo. Qu'est-ce qui se passe ? Dargo, éditeur de bande dessinée qui commence à se mettre au manga. Ils ont lancé ça cette année, un label qui s'appelle Combo. Alors, ils revendiquent pas extrêmement clairement que c'est du manga, mais en vrai, c'est du manga. Et c'est juste en sens de lecture français. Ouais. Ça aussi, c'est important. C'est pour ça que j'ai pas compris. J'ai pas vu que c'était en français. Ouais, je comprends. Moi aussi, je me dis, c'est marrant. Il y a la révélation dès le début. C'est fou de commencer par le cliffhanger. Et donc, l'histoire de Majo no Michi. On est en France, on est en Alsace plus précisément, et on fait la connaissance de Vera et Marie, 2 jeunes femmes qui ont l'air un peu galériennes au premier abord, mais qui cachent un secret. Ce sont des sorcières. Et leur mission, c'est de préserver un territoire en prise aux énergies négatives. Ainsi, leur quotidien est celui de jeunes adultes précaires, entre donc soirées, jeux vidéo, gaming, chômage et puis petits boulots dans lesquels elles doivent y mettre un soupçon de sorcellerie. Et elles sont par exemple terriblement inquiètes en ce moment au sujet d'un vieux bunker dans la forêt, puisque le béton de celui-ci semble maudit, mais ça, ce n'est que le début de leur découverte. Majo no Michi, un deuxième ovni dans cette émission Cagnard. Ouais, alors là, pour moi, on est clairement sur mon coup de cœur de la sélection. Si je devais résumer ce manga, je dirais que c'est un manga très complet. C'est vraiment ce qui est ressorti de ma lecture à la fin. C'est le plus complet, je pense même, de cette sélection. Je sens beaucoup de maturité chez l'auteur, que ça soit au niveau du dessin, au niveau de la narration, au niveau de l'histoire. J'ai eu un peu l'impression d'un... Je vais pas dire manga parfait parce que c'est toujours un peu abusé, mais je l'ai terminé, j'étais là, c'était trop bien de A à Z, j'ai adoré du début à la fin, quoi. C'est marrant parce que moi j'ai été convaincu de F à Z, c'est-à-dire que sur les 100 premières pages, alors j'avais ce pitch, puis je voyais pas trop la sorcellerie comme je me l'étais imaginé en lisant le pitch.
je me suis même demandé si on n'était pas dans une vue de l'esprit et que c'était pas juste de la tranche de vie et elle se prenait pour des sorcières. Ouais. Tu sais, moi je suis un peu manga monomaniaque. Toi, tu veux quoi. vraiment dire ah non mais ils ont faux en fait, ils nous emmènent sur un mauvais terrain, c'est Lost en C'était un permanence. Dès que tu lis un manga, c'est Lost. C'est vrai. Allez, vas-y. J'avais trop de Asano en tête. Je me dis on me ment, mais non. Et la suite du manga, manga très très épais là aussi, m'a totalement détrompé de tout ça. Donc bien heureusement, et j'étais content. Mais c'est vrai que sur les premières pages, je me dis, mais c'est pas du tout des sorcières. Pardon, mais une sorcière déjà, c'est un chapeau pointu. Déjà une sorcière, c'est un balai. Là, elles sont à vélo. Ouais, enfin, elles ont pas d'oreilles, elles ont pas de lobe. Moi, je pense que c'était des sorcières, ça se voyait direct. Je sais pas à quel moment vous êtes posé des questions. Non, en vrai, j'avoue, c'est sympa. Même le dessin, même s'il manque des oreilles, ça me va. Oui, mais effectivement, pour le dessin, c'est peut-être le seul truc que j'ai tendance à critiquer. Je l'ai pas vu au début et au bout d'un moment, je voyais plus que ça. Il dessine pas l'intérieur des oreilles. Il dessine pas du tout. Et du coup, sur la fin, je tiltais un peu sur les oreilles. Je disais, mais fais les oreilles, c'est bizarre quand même. C'est son Mais style. bon, C'est son style. Il y en a qui font des nez, on va en parler plus tard. Et bah, là, c'est son style. Petite touche de fantaisie. Les personnages n'ont pas d'oreilles. Vous buguez trop sur des détails. Ouais, je sais. Mais parce on a trop l'œil maintenant. Non, je je suis pas ça, sûr. hein. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'influe pas sur le scénario. Tu vois, le fait que ce personnage, ou alors ça sera un point de scénario dans le tome 2, tu vois, vraiment, on va dire. Peut-être. Mais vous réalisez, personne n'a d'oreille, personne ne peut nous écouter. Bon, comment tu qualifies ce titre ? Bah, je vais reprendre un petit peu ce que tu dis. Pour moi, on est sur de la fantasy slow life, et de la fantasy slow life vraiment comme je le déteste, tu vois. Mais tu viens de dire que t'aimais bien. Ouais, mais justement, ça a fait plus, partie t'adores des les choses Hans Spinner. qui ont fait que j'ai bien aimé. C'est-à-dire, j'avais un petit peu un goût de free reign, tu vois, genre venez, on prend notre temps pour raconter de la fantasy. Bah moi, j'aime pas ça du tout. Ça me saoule. J'aime pas ça. Et là, franchement, le style de dessin fonctionnait particulièrement bien. Je trouvais c'est un dessin très rond, très doux, et du coup, j'ai vraiment eu ce truc où je me disais, bah bon, allez-y, prenez votre temps, continuez malgré vos oreilles, continuez. Non mais c'est fou, avec Run to Heaven qui était une proposition assez particulière, là on a une proposition encore totalement différente, une tranche de vie quotidienne, hein, avec des gens qui n'ont pas notre quotidien, donc parce qu'ils sont des sorcières. Ouais. Et cette proposition là, je la trouve totalement improbable dans l'univers du manga en France. On ne s'y attend pas, ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce qu'on cherche, mais on est content de l'avoir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas, tiens, on va surfer sur les ninjas, tiens, on va surfer sur de la SF. Non, on va faire, allez. Ça se trouve, en plus, l'auteur ou l'autrice, je sais pas, est juste fan de Ghibli et voulait se faire son truc. Et puis, parce que moi, j'ai ressenti un peu de Ghibli dans le dessin. Ouais, il y en a aussi. Quand, par exemple, elle fait du vélo, elle est sous son kawaii, etc., moi, je vois clairement du Ou le petit chat. Ou le petit chat, forcément, bien sûr. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai adoré finalement, c'est l'aspect fantastico-réaliste. Parce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est deux sorcières, comme on disait dans le résumé, mais en fait, elles sont quand même pas mal en galère. Il y en a une qui touche les aides, il y en a une autre qui doit faire un petit boulot, et elle est livreur Uber Eats à côté. Et en fait, je crois que c'est vraiment là-dedans que je suis totalement rentré, parce que quelque part j'y ai vu une vraie critique sociale actuelle, tu vois. Et si je poussais le potard gauchiste, je dirais même un peu une fable sur l'asservissement au travail, et je trouve que c'est un thème qui est hyper original pour de la fantaisie moderne, tu vois. Mais même si tu reprends l'emplacement du manga, ça se passe du côté de Strasbourg en Alsace. C'est là où il y a eu les premiers tests pour les bénéficiaires du RSA d'être obligés de faire une mission pour la société en échange de ton RSA. Ouais, bah donc je pense que l'auteur l'a vécu aussi, quelque chose comme ça, ouais, parce que là c'est vraiment ce qui se passe dans le manga, et au final c'est un aspect qui est quand même hyper réaliste, et je trouve ça hyper original de se dire, moi je vais raconter le quotidien des sorcières, mais comme si c'était vous et moi, quoi, vraiment avec les mêmes galères et les mêmes problèmes. Vouloir vivre de sa passion, bah c'est pas forcément facile, et ouais, j'ai vu vraiment une vraie critique sociale, quoi. Et alors maintenant vu que c'est en 2 tomes et qu'on termine sur un simili cliffhanger, tu vois, je me demande vraiment ce qui nous attend dans le tome 2. C'est-à-dire que je me pose 2 questions. C'est est-ce qu'on reste dans le même mood sur ce second volume, ou c'est est-ce que l'auteur va se faire plaisir et passer sur quelque chose qui est plus dans l'action? Bah, c'est un petit peu le reproche que je faisais à la fin du tome 1. Je me suis dit, ça manque un peu d'enjeu scénaristique quand même. T'as raison, à la fin, ça commence à se pointer. Donc j'allais me dire, oui, bah très bien, dans le tome 2, ça va beaucoup plus développer de ce côté-là. Et après, je me suis dit, oui, mais non, en fait, parce que le tome 1, il est très axé tranche de vie. Donc c'est ce qui fait qu'on a un petit peu du mal à voir les vrais enjeux de l'histoire. Par contre, de l'autre côté, c'est peut-être là que le bouquin il est plus fort.
c'est peut-être là le plus gros avantage de ce bouquin, c'est qu'il a réellement beaucoup réfléchi à l'univers de ces sorcières. Et c'est ce qui est le plus passionnant dans son bouquin, c'est vraiment voir les sorcières qui s'adaptent à notre époque, comment elles font, et en fait tous ces petits détails où on se dit que c'est de la tranche de vie, mais en fait juste il continue à construire son univers, et c'est là que je trouve vraiment le plus fort, c'est que son univers est complet. Il a vraiment pensé les sorcières de manière réaliste à notre époque en France, donc c'est un truc qui forcément nous touche vraiment, quoi. Clairement, avec tout l'aspect critique sociale et tous les revers de notre société actuelle et de comment on la vit. Après, je voudrais l'expertise de Joe sur un truc. Joe, tu vas me donner ton avis. Moi, je pense que Cagnard dit que c'est vraiment son manga préféré à cause d'un élément qu'on voit dans ce manga, le Monster Tacos. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a un Monster Tacos dans le manga que Cagnard a vraiment adoré ce titre? Non, franchement, je trouve que cette année, Cagnard, il dit beaucoup trop, c'est vraiment le meilleur manga. Il l'avait déjà dit pour FreeQuest, je sais pas si vous vous en souvenez. Il l'avait déjà dit, et là, toi, il a Run to Event, c'est un peu pareil. Il a dit, ouais, bon, je pense que cette année, il a pété un câble. Et tous les mangas qu'il lit, il fait, waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et parce que je suis pas sûr qu'il soit fan de Tacos. Je sais qu'il aime beaucoup la vie. Et donc pas les tacos, mais les tacos c'est hors vie, quoi. C'est trop gras, ça s'appelle un exterminateur de vie. Mais c'est trop gras. Non, pour rassurer les auditeurs, je déteste les tacos, et effectivement quand j'ai vu ce dessin là, parce que l'une des sorcières doit livrer un tacos, un giga tacos, j'ai vu la taille du truc, j'ai vraiment fait mon vieux con, genre les jeunes ils mangent n'importe quoi, le réac, oh putain, oh, le mec est si vieux. Il est où le bon vieux kebab salade tomate oignon là. Voilà, il y avait ça et donc le béton maudit. Il y a un youtubeur qu'on aime bien tous les deux, et sans parler avant, on a eu le même réflexe devant le béton maudit. Tiens, ça ne nous fait pas penser à un truc qu'on a vu sur YouTube récemment. Donc il y a ce youtubeur avec Maxime qu'on aime bien, et d'ailleurs avec Maxime et d'autres membres du podcast, les deux qui s'appelle G1000 mais qui est déjà très connu, qui est un youtubeur, qui est un débunker de toutes les comment on pourrait appeler ça, de toutes les tendances new wave, théorie bien-être, les pierres et compagnie. Il y a littéralement 2 semaines, il a fait une vidéo sur des arnaqueurs, je peux pas vraiment appeler ça autrement, biogéologistes, choses comme ça, qui réussissent à vendre du ciment avec j'oserais même pas dire il y a quoi à l'intérieur du produit, un produit qui est censé calibrer les ondes qu'il y a aux alentours de couleur indigo à base de 98% d'eau. Putain, mais ça a l'air trop bien. Et du coup en vrai c'est quasiment un scandale d'État un peu qui est en train de se passer, parce que c'est aussi payé par les collectivités, ces trucs là et tout. Et du coup je tombe là-dedans dans le manga, parce que c'est à peu près ça qu'elles font les sorcières. Elles sont là pour assainir le béton, mettre des mauvaises ondes et compagnie. Et je suis là, putain, mais comme quoi c'est vraiment des vieilles fables de fantasy, tous ces trucs d'arnaqueurs. Mais ça se trouve, elle est là à l'origine du manga. On va demander à Tony, ça se trouve, elle est là. Peut-être que c'est lui qui l'a créé. Si c'est le cas, bah franchement, bien ouais. Si t'as réussi à faire passer ça sur nos impôts. Mais c'était vraiment drôle qu'il y ait vraiment ce décalage de 2 semaines entre quand on regarde la vidéo et je lis ça, je fais ah merde. Ah, il y en a qui ont pris ce bouquin au premier degré, quoi, et qu'on dit on pourrait vendre ce service carrément. J'espère que c'est pas le cas de l'auteur. Si c'est le cas, désolé. Ou bien joué, je sais pas. Bien joué, mais c'est pas cool de faire ça, quoi. Mais ouais, vraiment un très bon manga. Grosse surprise, parce que c'est pas mon genre de lecture et que c'est pas du tout vers ce vers quoi je m'attendais à aller. Et vraiment juste pour ce côté créatif d'univers de je vais assumer à 100%. J'y vois limite un côté, tu sais, un peu Togashi maniaque de je vais tout vous expliquer dans mon univers. Mais t'es pas obligé de tout expliquer, on peut aller dans l'histoire. Non, je vais tout vous dire comment. Et en vrai, ça m'a intéressé, mais vraiment de fou, quoi. Majo no Michi, et je trouve qu'avec Run to Heaven, les deux sont assez se complètent assez bien. Je trouve que ça fait deux lectures. Alors ça fait 700 pages à lire d'un coup. Ouais, de lire les deux tomes différents. Ouais. Mais 2 lectures vraiment passionnantes. Majo no Michi, donc de Tony Concrete, c'est sorti aux éditions d'Argo dans le label Combo. Le tome 1 est dispo et ça fera 2 tomes en tout. Tu l'as cité il y a quelques instants, Johnny. FreeQuest aurait pu être dans cette sélection, mais on en a déjà parlé dans 3 émissions. Ouais. Donc on s'est dit c'est fini, Renaud, là. C'est fini, que voilà, on allait juste ne pas vraiment reparler de FreeQuest. Donc sachez que FreeQuest fait partie de notre sélection du top manga de créa de l'année dans nos cœurs, mais on n'en parle pas plus dans cette émission parce qu'on
On l'a dédié. On en a déjà pas mal parlé. Voilà, et t'inquiète pas, je vais me débrouiller, on va en reparler. Pile au Japon maintenant, ils les écoutent plus là. C'est vrai, c'est vrai. Passons à la suite, et alors dans un univers totalement différent, passons au manga Dark Souls Redemption. C'est signé Julien Blondel et Shonen, l'auteur de Outlaw Player. C'est sorti tout petit peu avant Majo no Michi, c'est sorti il y a 5 mois. Un tome est dispo pour l'instant, c'est aux éditions Mana Books. Là aussi, on s'attend pas à trouver une créa chez Mana Books. C'est pas forcément vers cet éditeur qu'on se tournerait pour lire une créa manga. Dark Souls Redemption, c'est adapté de l'univers du jeu vidéo Dark Souls. C'est l'histoire d'une femme ramenée à la vie par magie, sans aucun souvenir. Mais très vite, elle se trouve traquée par des sortes de redoutables et puissants chevaliers avec pour seule bouée de sauvetage un autre chevalier qui a l'air de connaître son secret. Mais qui veut pas le dire. Mais qui veut pas le dire. Exactement. C'est tout pour le pitch. Tout, mais en même temps, je pense que c'est vraiment la base des jeux de From Software, c'est-à-dire que on te perd, on te laisse dans ta merde et puis c'est à toi de te débrouiller avec ce que tu vas voir, ce que tu vas lire, ce que tu vas deviner, plus que d'ailleurs deviner, mais souvent tu devines pas, hein, t'es juste paumé. Et j'avoue qu'après la lecture de ce premier tome, c'est assez intriguant parce que on a beaucoup de questions, forcément, c'est comme le jeu, et on est paumé, on sait pas où on a atterri, on sait pas ce qu'on lit, parce qu'au final... est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de méchant ou de bon, vu que vraiment t'es paumé. C'est vraiment indigne d'un From Software. C'est la même chose. Et je sais pas ce Cagnard. En plus, toi, je sais pas si t'as joué à Elden Ring ou t'as joué à Dark Souls, mais lire un manga quand tu connais rien du tout. Moi, à la limite, j'avais Elden Ring comme base depuis que je l'avais fait. Et du coup, j'ai fait, moi, vas-y, je peux rentrer dedans. Mais alors, toi, Cagnard, je sais pas comment t'as fait. Bah, il dit qu'il a rien compris. C'était très beau, hein. C'était très beau. Mais j'ai pas compris. C'était pas censé un jeu où on fait des roulades normalement? Alors on esquive. Parce qu'elle fait très peu de roulades dans le manga, mais parce quand que même. Déjà pour l'instant, elle est pas. On sait pas qui c'est. Dès le début, elle est devant un monstre. D'ailleurs, elle essaye de parlementer avec le monstre. Mais c'est ambitieux. Mais si on l'a vu, elle a sauté là, quand elle a pris son épée. Elle fait pas de roulade. Elle saute. Elle a fait un plat par terre. La roulade. Trop compliqué de faire une roulade, je pense. J'ai cru que je m'étais trompé de jeu, mais du coup je connais pas très bien Dark Souls, mais à moitié a joué un petit peu à côté de moi et même ça m'a fait chier en fait de la regarder jouer. Du coup c'est très cryptique. Si tu ne connais pas l'univers, j'ai rien compris, mais en soi c'était plutôt chouette. J'ai eu un peu l'impression de voir un one shot de fantasy où on dit t'inquiète, c'est trop classe parce qu'on comprend rien, tu vois. C'est classe. Non, mais après tu sens qu'il y a un univers, tu sens que les questions qu'il pose, on va y répondre certainement plus tard. En tout cas, on espère, parce que il y en a un qui se retire même de répondre. Il est là, oh, je peux pas te le dire, qui t'est, désolé. Et quand il commence à le dire, tu vois bien qu'il se passe quelque chose sur son corps, donc malheureusement pour lui, il a fait un serment, donc il peut pas le dire. Mais non, mais moi, j'avoue que à la base, je suis anti Elden Ring, dans le sens où crever 1 milliard de fois pour battre un monstre, en fait ça me fait chier. D'ailleurs parce que t'es pas bon en jeu vidéo. Non, alors c'est aussi peut-être pour ça, et c'est pour ça que c'est pour ça que cette année je suis passé au mode histoire des jeux, alors que le truc que je détestais le plus, je fais non, mais moi je suis un gamer, et en fait non, j'ai plus le temps, je veux jouer à plus de jeux possible, donc je me mets en mode histoire. God of War mode histoire, Star Wars mode histoire. Mais Elden Ring, je sais pas pourquoi j'ai été happé dans cette mouvance, je pense, et c'est pour ça que ça a été le jeu de l'année aussi, c'est que il a réussi à me convaincre que ça pouvait être marrant d'aller chercher, de comprendre soi-même, de se battre pendant 1h30 pour vaincre le monstre. Et c'est ce que je ressens quand je relis ce manga, c'est que je sais qu'il y a énormément d'obstacles, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir donner de moi-même pour comprendre ce manga. Mais grâce à Elden Ring, je me dis, je peux y aller. Au dessin aussi, parce qu'il est très beau. Ouais. Mais je me dis, je peux y aller grâce à ça. Moi aussi, j'ai absolument rien compris. Bah merci. Mais j'ai vraiment aimé. Ouais, c'est ça qui est étrange. Bien. C'était un bon shot, tu vois. Genre, c'est magnifique, mais la sensation, elle est trop étrange. Tu sais pas trop ce que tu lis. Tu as l'impression d'être déjà dans une histoire qui a commencé sans toi. Ah bah oui, elle a commencé. Mais c'est bien. Alors que normalement, quand tu prends un train en route, tu te dis, bof, je préfère revenir au début. Non, là, tu te laisses partir dans le train.
Les dessins sont incroyables. Franchement, le monstre du tout début. Ouais. Oh là, tu t'arrêtes et tu regardes, tu fais attends, il a vraiment dessiné tous les petits visages sur tout le corps du monstre. Et tout. Non, mais le taf niveau dessin dessus, il est monstrueux. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Et alors, on a consulté des joueurs de Dark Souls. Oui, pour vérifier. On en connaît. Robin. Hein. Par exemple, pour le dire, du coup, on comprend. Il nous a dit pas vraiment, mais c'est le but. Bah oui, mais c'est ça. Hein. C'est censé être l'objectif de pas tout comprendre et d'être amené à aller chercher des choses par toi-même, bien que là, du coup, le médium manga a remis des choses en place. Il va y avoir quand même un fil rouge, il y a une histoire. Faut pas parce qu'en fait, on comprend. On en rajoute un peu en disant qu'on n'a rien compris parce qu'on n'a pas rien compris. Non. Il y a vraiment un scénario dans ce manga et ça se suit très bien. Non mais oui, voilà, il y a tout. Non mais c'est clair qu'à un moment il y a les chevaliers là quand ils vont combattre. J'étais un peu perdu et du coup je suis revenu au début pour voir attends mais c'est qui là ? C'est qui les gens de la flamme? Parce qu'au final, et c'est là où justement j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas de bons et de méchants. C'est qu'on est juste avec des forces qui s'affrontent. Et pour l'instant, c'est pas des forces du mal versus les forces du bien. C'est juste des forces qui s'affrontent. Exactement. Et alors, nous, de notre petit territoire du manga, on voit pas le monde du jeu vidéo. On sait pas trop ce qui s'y passe. Non, on n'est pas au courant. Mais alors, Dark Souls Redemption, le tome 1, il s'est écoulé à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est un des meilleurs lancements de l'histoire du manga de création. Ah ouais, quand même. Et puis surtout, même au Japon, il y avait des pubs au Japon dans le métro. Il est sorti au mois de juin au Japon. Il est sorti dans le monde entier. En fait, il est sorti dans toute l'Europe. Il est sorti aux États-Unis à la fin du mois d'août. Il est sorti en Amérique latine. Il est sorti en Turquie. Il est sorti en Espagne. Enfin non, il va sortir en Espagne l'année prochaine. Enfin, le manga est un carton de malade mental, quoi. Et c'est pour ça que je vais peut-être commencer Dark Souls un jour. Peut-être que ça va me remettre dedans. Parce que j'ai fait que Elden Ring, mais alors avant Elden Ring, il y avait des vrais jeux. Enfin, qui n'étaient pas pour la populace. Qui n'étaient pas pour la populace où on pouvait pas sauter. Dans Dark Souls, on peut pas sauter. Et donc voilà, création 100% Mana Books en plus, avec non, c'est clair. Avec moi, je pourrais pas forcément le conseiller à quelqu'un qui ne joue pas à Dark Souls, mais par contre, je suis persuadé que tous ceux qui aiment l'univers, qui ont joué ou même qui ont regardé des vidéos sur le jeu vidéo, parce que je sais qu'il y en a, ça, vous aurez ce que vous aimez là-dedans. Après, tu peux pas le conseiller pour l'instant avec un tome 1, parce que clairement, c'est clair que le tome 1, je vais pas le conseiller comme ça. Après, il faut voir sur la série. Moi, un fan de Dark Souls, je lui conseille direct. Tu fais là en plus. Oui, mais sans être fan de Dark Souls, je pense que si j'avais la série complète, je saurais oui ou non si je conseille ou pas. Non, là c'est plus dans le sens que je conseillerais à un fan de Dark Souls parce que je pourrais lui dire les yeux dans les yeux en le regardant, en lui disant Mike, reprends ta vie en main, arrête de jouer aux jeux vidéo. Non, pardon. Juste lui dire là, c'est pas un manga de commande là, ça sent pas le manga de commande, ça sent le vrai titre où tu as vraiment kiffé dessus, quoi. Dark Souls Redemption, Julien Blondel et Shonen, sorti aux éditions Mana Books. Seul le tome 1 pour l'instant est disponible. Passons maintenant aux héritiers d'Agion. C'est signé Tipiou, c'est sorti il y a 6 mois maintenant. Déjà 2 tomes sont disponibles, c'est aux éditions Kana. Nous sommes dans ce manga dans un royaume fantastique. Chacun dans ce monde a le droit à une seconde vie en cas de mort précoce. Pratique. Et si la mort est violente, la renaissance en revanche ne sera pas beaucoup plus belle et elle engendre la naissance de maudits, des sortes de monstres qu'il faut vite défoncer. Mais malgré tout, il y a une exception, les nouveau-nés, eux, ne ressuscitent jamais, sauf Adalise, la fille du roi, et ça tombe bien parce que c'est elle l'héroïne de cette histoire. Et donc dans ce royaume, on l'a même surnommée la princesse cadavre, mais elle s'en fiche, elle est badass et elle compte bien défoncer tout le monde. Elle compte bien aussi lever le voile sur les secrets qui l'entourent, qui entourent le royaume ou qui entourent même sa famille. T'en as pensé quoi, Joe, des héritiers d'Agion? J'en ai pensé, moi c'est comme tout en ce moment, je regarde pas la couverture, je regarde pas le pitch, du coup je me lance dedans et puis j'y vais. L'histoire est vraiment assez sympathique. J'étais un peu réticent au début parce que justement c'est comme il n'y a pas d'oreilles dans Majo no Michi et là il y avait des nez et du coup je fais bien c'est chaud. En fait comme il y a trop de mangas qui sont trop de styles différents, pourtant je fais attends mais il y a un nez, c'est bizarre. Bon allez, je continue, on y va. Et non, en vrai non, les trouvailles du scénario sont assez cool. Les personnages sont là, moi j'aime bien l'héroïne, elle est vraiment charismatique. Alors j'avais un peu peur de tomber dans le pathos larmoyant.
de base par moment, mais même s'il y en a, hein, on va pas se mentir, c'est un peu comme dans un shonen où il faut faire pleurer parce que sa famille elle est morte, gna gna gna. Et ça va parce que c'est bien rythmé, c'est-à-dire qu'on a ce moment-là, mais tout de suite on va pas rester 1 heure dessus, quoi. On va pas s'apitoyer, on va faire avancer le récit et pas rester dessus. Ouais, on le voit presque comme un passage obligatoire. Ouais, voilà, c'est ça. On dit bon, on a une petite base, on va la mettre. Et non, j'ai vraiment apprécié. Le titre est bon. Moi, j'ai été surpris parce que j'ai été pris dans l'histoire à mon insu. À l'insu de mon plein gré. Je suis comme Richard Virenque. C'est-à-dire qu'au premier abord, je me dis, c'est chouette, mais c'est pas ma cam. C'est pas un manga pour moi. Je vais le lire, mais voilà, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour d'autres personnes qui aimeront beaucoup. Et puis au final, j'ai dévoré le tome 2 et mieux. En fait, je me souvenais du tome 1 comme si c'était une lecture que je connaissais déjà. C'est comme si c'était c'est l'histoire de Tipio, c'est un classique, ça. Oui, on la connaît. Oui. Alors que je l'avais lu un mois avant. En fait, ça n'a pas de sens, quoi. Non, mais je pense, en fait, tu peux t'en souvenir facilement parce que moi, c'est toutes les histoires de globules, enfin pas les globules, mais toutes les renaissances à chaque fois avec les 1 milliard de bulles qu'il y a. Moi, c'est un truc, je peux pas oublier un truc comme ça. Je fais putain, mais il y a toujours des bulles. Je sais pas combien de temps a fait à faire ces planches, pardon. Mais parce qu'il y avait tu prends, je sais pas, tout le tome, combien il y a de bulles de démoniaques qui bougent là. Mais je trouve qu'elle est très forte pour rentrer dans nos têtes. Et elle rentre dans, et c'est ça qui est fort avec ces auteurs de manga, c'est quand ils arrivent comme ça à rentrer dans nos têtes, à y mettre des petites graines qui vont pousser au fur et à mesure. T'en as dit quoi, toi, Cagnard, de cette série ? C'était bien. C'est peut-être sur le titre sur lequel j'ai un petit peu plus de retenue. Alors, ce que je vais reconnaître d'emblée, c'est que pour moi, il y a énormément de travail sur cette série. C'est vraiment énormément généreux sur les décors, sur l'univers. Ça fourmille de petits détails que l'autrice, elle a disséminés un petit peu partout dans ces 2 tomes. T'en as dans l'histoire, t'en as dans les bonus, enfin, elle a surréfléchi son univers. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien quelqu'un qui arrive avec vraiment un univers propre de fantasy comme ça, tu sais, c'est vraiment clé en main. Tiens, voilà l'univers de fantasy, il est là, il est pour toi. Et donc il y a vraiment ce côté-là que j'ai beaucoup aimé pour le coup, où je me suis dit waouh, putain, elle a sorti tout ça, c'est énorme quand même, quoi. Et alors moi je trouve qu'avec son concept de mort pas mort, renaissance, mort 2 fois, je trouve que c'est super malin parce que tu peux jouer sur l'aventure et sur le drame à la fois, sans non plus que ça soit trop grave. C'est-à-dire que ça te donne vraiment des ressorts de on peut mourir 2 fois, donc on peut mourir 1 fois, peut-être que c'est la deuxième. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je trouve que le concept pour écrire un scénario en lui-même, je trouve que le concept est super malin. Mais je suis complètement d'accord, hein, et c'est malheureusement pour moi c'est un peu là où l'autrice passe à côté de son concept, de son high concept même, je dirais, tu vois. Elle a une super idée de base. Et elle le dit elle-même, hein, dans la postface, que l'histoire vient de ce concept de tout le monde meurt une première fois et revient à la vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'idée du manga. Ce que je regrette, c'est que on n'en parle pas des masses dans le manga. Genre, qu'est-ce que ça provoque au niveau de la population, tu vois. Ça peut pas être anodin. Là, en fait, tout le monde meurt 1 fois et revient, et tout le monde a l'air de vivre ça tout à fait normalement. Alors que je me dis que ça doit provoquer des questionnements, même ça doit provoquer des comportements à risque aussi. Quand tu sais que t'es mort 0 fois, tu vois, évidemment, tu vas pas prendre la vie comme d'habitude. Et je trouve qu'on passe très vite sur ce concept-là pour arriver à la spécificité de l'héroïne, qui elle est morte plusieurs fois, mais du coup je trouve que ce concept-là il est moins fort que le premier concept. Alors là je suis pas en train de vous expliquer ce que j'aurais aimé lire, c'est que je pense qu'il y a un côté où elle a créé un super concept, un super univers, et peut-être que c'était pas la meilleure idée de mélanger les deux, c'est-à-dire ce principe de double mort. Moi dans la fantasy, ça m'impressionne pas plus que ça. Dans un univers de fantasy, les sorts de résurrection et compagnie, voilà, on sait que ça peut exister. Si ça avait été transposé potentiellement dans une réalité comme la nôtre, j'aurais trouvé que le concept, il aurait été fou. Et là, en plus, elle aurait été quelque part forcée de traiter à comment les gens réagissent à ça. ça. On est un peu dans un style moyenâgeux, du coup, tu te dis, tu peux faire l'impasse. Je suis pas forcément d'accord parce que c'est peut-être pas ce qu'elle a envie de raconter, le quotidien des évidemment. gens. Puis c'est peut-être pas non plus la place, je veux dire, quand tu crées un manga en France, tu signes 3, 4, 5 tomes, donc tu sais que tu as une place limitée aussi, que tu as intérêt à faire tes preuves très vite, à rentrer dans l'histoire très vite, et
t'as peut-être pas le temps de montrer certaines choses que tu aurais aimé montrer. Ou peut-être qu'elle a pas du tout envie de le faire. Et c'est ce que je reproche un petit peu, tu vois, c'est que je pense qu'elle a eu un super concept sur lequel elle vient plaquer un squelette assez classique de récit d'aventure, on va dire. Alors que pour moi, peut-être que la bonne idée, elle était pas forcément là. Après, je dis ça, encore une fois, c'est pas moi qui explique ce que je suis censé vouloir lire. Maintenant, si je veux une histoire avec ce concept de double mort, je vais l'écrire tout seul dans mon coin ça sera très bien comme ça. Mais c'est juste qu'en le lisant, à la fin du tome 2, ça m'est quasi revenu à l'idée, à l'esprit de me dire ah mais attends, en fait tout le monde meurt au moins 2 fois dans ce bouquin. C'est fou qu'on n'en parle pas plus que ça en fait dans le manga, même si c'est pas l'objectif de l'héroïne, quoi. Je pense qu'elle a fait des étapes à mon avis, parce que tu vois, tout le monde meurt 2 fois. Mais au début, on était d'accord avec ça. Et puis tout d'un coup, il y a les clartés qui arrivent. Et puis les clartés peuvent diriger pour pas que tu deviennes maudit, je sais plus, j'ai oublié le nom. Mais du coup, ça aussi, elle a pas dit dès le départ que les clartés pouvaient rentrer dans une sorte de rêve ou je sais pas comment on appelle le purgatoire avant que tu meurs, et pour diriger la bonne personne vers le bon endroit. Et ça aussi, c'est une étape qu'on connaissait pas, et qu'on découvre tout d'un coup. Il y a un nouveau chapitre, hop, les clartés arrivent, tu fais ah, c'est quoi une clarté? Hop, et puis tu vois quand l'histoire se passe. Oui, évidemment, donc, t'as raison. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas une étape sur plus tard, l'explication non, mais t'as raison. Mais je pense qu'effectivement, elle nous réserve des choses, parce qu'en plus, le manga est assez sombre. Hein. Ah oui, ça justement, j'ai trouvé qu'il y avait des séquences qui étaient très sombres. Et le pire, c'est que je me suis dit, elle en a encore sous la pédale, parce que là je sens qu'elle a mis des trucs un petit peu sombres, mais je sens qu'on peut largement aller dans le beaucoup plus sombre si on reprend juste ses propres mots de la post-fest, où elle dit ah, mon idée elle est trop bien parce que je vais pouvoir tuer les personnages plusieurs fois. C'est donc qu'elle a à peu près ça au programme quand même, de vouloir tuer beaucoup de personnes, tuer des personnages aussi. les morconnes, ah je suis tombé, mais putain je suis mort, fait chier. Ah mais tu vois, ça pose une question, genre merde, j'ai gâché ma mort, c'est juste glissé sur une peau de banane. Je suis d'accord. Ouais, y a pas de chat qui meurt qu'on 7 vies, non 9 vies. Combien ça devient un chat? Et oui, que sont les chats dans cet univers? Non mais en fait j'ai plein de questions du coup sur cet univers là. Y a pas de chat, c'est des œufs là qui vous suivent. Ouais, mais c'est trop bien ça. Mais c'est ça qui est marrant aussi avec ce titre, c'est que je trouve que il te fait te poser plein de questions, avoir des attentes, ne pas être satisfait parce qu'on te donne autre chose, et moi c'est ça que j'aime bien en général, de toute façon dans les histoires, dans la lecture, c'est ça que j'aime bien aussi dans Les Héritiers d'Aguillon. Déjà 2 tomes dispo, là au moins ça va vite. Oui, et puis c'était bien de lire les 2 tomes d'affilée, parce que même elle, je sens que dans son dessin elle est plus à l'aise dans le tome 2, et l'action est encore plus fluide, tu vois. Clairement. Les Héritiers d'Aguillon, c'est signé Tipio, c'est aux éditions Kana, 2 tomes dispo, et le tome 1 est déjà sorti il y a plus de 6 mois. Ah voilà. Oui, tu voulais dire un truc? Oui, toi. elle vient du Maine-et-Loire dans le 49, c'est ma patrie. Du coup, merci Tipio. C'est une console. Tu représentes le 4-9. Dédicace à tous les gens du Maine-et-Loire, donc merci Johnny. T'as l'air gêné de faire cette dédicace, Maxime, qu'est-ce qui se passe? Non, alors bonjour aux gens du Maine-et-Loire. Voilà, vas-y pour de bon. C'est quoi les villes connues du Maine-et-Loire? Angers, excuse-moi, hein, c'était quand même la ville de l'Expo universelle de Tokyo en 2000, je sais plus combien de 10. Après, il a demandé de l'excuser avant de commencer. Hein, ouais, elle représentait la France à l'Expo universelle du Japon. Hein, vous étiez pas là, vous, hein? Ouais. Non, effectivement. Moi, j'y suis allé avec ma soeur et ma mère. Et puis, je veux dire, on n'a pas compris pourquoi. Mais elle était là, la ville. La dalle angevine. Ouais. C'est connu ça. Le trou angevin. Non, c'est trou normand. Le trou normand. Merde, j'ai trompé. Bonjour à la Normandie. Appropriation culturelle, flagrant délit. Il nous reste quelques minutes dans cette émission. No Love Lost, nous sommes en 2233, l'humanité est une espèce qui voyage dans l'espace, et les Xiryakun sont des tueurs de lune de miel, un couple de soldats d'élite. Et donc, alors que leur vaisseau devient incontrôlable, ils s'écrasent en urgence sur une planète qu'ils pensent inhabitée, mais qui héberge en réalité une colonie terrienne qui est séparée. Et donc, comme ils sont séparés, qu'ils n'ont aucun moyen de communication, ils vont mettre tout en œuvre pour comprendre déjà cette planète, et puis surtout pour se retrouver. Tu veux en dire un mot ou deux, Kenya? Ouais, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre, c'est très très bien lancé là. On est dans du grand, du beau, du pur
pur space opéra. Le bouquin, il est hyper dense et on se perd jamais. Je suis rentré dans cette histoire à balle. Il y a une grosse parenté niveau graphisme avec Miyazaki et ça tombe bien parce que il fait une approche graphique qui ressemble beaucoup à Nausicaa, et Nausicaa c'est mon Miyazaki préféré. Du coup, vraiment tout fan de SF, ça m'a un peu fait penser à Gundam, tu vois, dans le côté SF space opéra, on est dans du grand, dans du beau. Allez-y, c'est très très bien. Il y a chez Ankama Édition le spin-off de Radiant qui s'appelle Sifondir Chronicle, qui est aussi très chouette. Puis on en avait parlé il y a quelques temps, Live Memorium. Je sais pas si vous vous souvenez de ce titre qui est sorti chez Glénat, l'histoire d'un comptable qui fabrique qui est dans une entreprise qui fabrique des poupées sexuelles, qui est mal dans sa peau, qui est manipulé par son patron, qui est méprisé par ses collègues. Karma bien négatif, bien sale. Et sa vie bascule à cause d'un drame personnel. Alors il décide de tester le Live Memorium, une technologie qui permet de replonger dans ses souvenirs d'enfance et même d'interagir avec. Et c'est évidemment totalement illégal, mais qu'à cela ne tienne, il y va quand même. Évidemment, il met pied dans l'engrenage et comme toutes les addictions, dur d'arrêter. Live Memorium aussi très très chouette graphiquement, scénaristiquement, signé Mickey Makassou et Benoît Bourget. Voilà, n'oubliez pas non plus aussi les titres de l'année dernière, Reaper, Silence, ça c'était très chouette. Toujours. Et donc on en arrive à la question que j'ai posée en début de cette émission. Alors, elle était comment cette année ? Allez, fais vite. Alors, du coup, mon sentiment général après ces lectures, c'est que je me retrouve pour la première fois de ma vie devant un pur style fusion. Et il y a encore quelques années de ça, c'était une insulte de dire que tu faisais de la fusion BD manga. C'était plutôt une insulte. Il y avait quelque chose de ouais, t'as pris le pire des deux côtés et tu t'en as fait un style. Alors que là, je suis pas sur un truc où des Français ont essayé de copier du japonais. Je suis face à des bouquins qui ont une vraie patte, un vrai style. Il y en a pas un qui ressemble à l'autre. C'est ça que je trouve vraiment génial. Il y a des propositions hyper originales avec des styles de dessin que j'aime bien, et du coup j'aime beaucoup ce sentiment que j'ai eu après toutes mes lectures de me dire là je sens qu'on commence pas à avoir du manga français mais à avoir de la bande dessinée française moderne d'inspiration manga, tu vois, et ça me fait très plaisir parce que les codes ont été plus que digérés, ils sont vraiment en train de faire la part belle aux différents genres, quoi. Pareil. Voilà, pareil que Cagnard, on évolue dans les créas, je trouve. On a de plus en plus déjà en nombre, mais la qualité est au rendez-vous, donc on n'est pas noyé dans un truc. Et en tout cas, il y a de la qualité. On pouvait s'attendre, bien entendu, parce que justement, Cagnard l'a dit, on a digéré les mangas et ça date pas d'hier, mais ça fait toujours plaisir de faire partie des privilégiés, je pense, qui ont vu l'évolution en live. En tout cas, moi, je suis content. Et moi, je me dis si la solution, elle venait des éditeurs de bande dessinée. Là, ce que Dargo propose, mine de rien, c'est très bien, hein. Ça peut être ou alors des éditeurs qui viennent de la bande dessinée et qui se mettent au manga, parce que c'est quand même deux métiers différents que d'éditer des mangas venus du Japon et d'accompagner des auteurs, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi une génération d'éditeurs maintenant qui arrivent, qui ont les codes des mangas et du coup c'est beaucoup plus facile de les insuffler dans une bande dessinée franco-belge, ou quand un auteur vient avec ces références là, en tout cas c'est plus facile de les infuser dans de la BD, où maintenant tu peux même faire des 180 pages, tu vois, avec les romans graphiques. Ouais, je pense qu'on fait face aussi à une nouvelle génération d'éditeurs, parce que c'est vrai que les éditeurs de BD, je sais pas pour vous, mais moi dans mon esprit, c'est un vieux qui a 60 ans, qui édite les trucs qu'il aime, etc., avec ses auteurs favoris. Mais non, il y a aussi des jeunes. Et là, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont maintenant éditeurs. D'ailleurs, l'éditrice Combo, je la connais, elle a plus ou moins le même âge que nous. On est face à une génération d'éditeurs. Eh bien, merci d'avoir écouté cette émission et on vous dit donc à la semaine prochaine et à dimanche pour le supplément. Ciao. Salut.